Est-ce que l'utopie est un excès d'optimisme? L'utopie est absolument nécessaire. Il faut être... moi, malheureusement, j'aurais tendance à être comme Claude Lévi-Strauss et à dire c'est un monde que je n'aime pas. Lui était fondamentalement misanthrope et pessimiste, c'est mon cas. Mais je reconnais que les gens qui font bouger les choses, qui font bouger les lignes, ont besoin de l'utopie et de se dire, justement parce que ça paraît impossible, moi je vais réussir. Donc l'utopie, c'est la force qui c'est la quête du Graal, c'est la conviction, c'est le moteur et je pense que l'utopie est une excellente chose. Sans l'utopie, il n'y aurait pas eu la création de l'ONU. Sans l'utopie, il n'y aurait pas eu la contraception. Sans l'utopie, il n'y aurait pas eu toutes les grandes avancées et même la science. Forcément, un scientifique a besoin de l'utopie, c'est-à-dire la première personne qui s'est dit non, la Terre n'est pas plate, elle est ronde, eh bien, il a versé dans l'utopie. Je pense que ce qui fait la force de l'utopie, c'est justement que ce soit un objectif un peu immatériel qu'on a tous envie d'atteindre, sans pour autant que ce soit formidable s'il était atteint. Donc, je sais pas, ça me fait penser aux 68 arts qui rêvaient de renverser le capitalisme et de faire la révolution. Et in fine, leur révolution et leur utopie, ils l'ont réalisée, mais sans vraiment arriver à leur but ultime. Voilà, donc en soi, elle est réalisable et heureusement, et en même temps, heureusement qu'elle ne l'est pas. Voilà. Non seulement il y a une utopie qui est plausible, mais elle est nécessaire. Et l'utopie nous sert à avancer. Là, je voudrais reprendre la très belle parole de ce poète écrivain uruguayen sur l'utopie qui est formidable. Il dit, Eduardo Galeano, il dit l'utopie, on fait 10 pas, elle fait 20 pas en avant. On fait encore 10 pas, elle fait de nouveau 20 pas. Elle sert à ça l'utopie, elle sert à nous faire avancer. J'aimerais faire une enquête, et d'ailleurs je vais faire cette enquête, pour savoir combien de personnes arrivent à imaginer vraiment que nous vivons sur une planète. Est-ce que tu penses que nous avons tous conscience de vivre sur la même planète? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est une idée nouvelle. Je crois que c'est la formation de l'idée nationale qui prévaut. Et que la conscience de vivre sur une même planète est une idée assez récente. Pour la planète, qu'elle ait un avenir. Et pour l'avenir, qu'il ait une planète. Alors ça peut apparaître un jeu de mots, ça ne l'est pas. Je pense qu'on est face à des défis pour la planète qui sont des défis qui mettent en cause pas l'avenir de la planète, mais en tout cas l'avenir de l'humanité sur la planète. Et que donc, que ce soit la transformation complète des conditions de vie au travers de la crise climatique, au travers de la crise de la biodiversité, au travers de l'épuisement des ressources, au travers de tout ça, et que ce soit aussi du point de vue de l'humanité elle-même, sa capacité à gérer des situations difficiles et à ne pas sombrer dans des conflits qui mettent en cause l'existence de l'espèce humaine. Nous sommes un peu éparses. Nous sommes très éparses. L'univers, enfin la planète est grande et à la fois petite. Et petite parce que, bon, évidemment, on avait l'impression de la grandeur bien avant peut-être l'avènement des nouvelles technologies, parce que à l'époque, quitter d'un continent à l'autre, il fallait avoir les moyens, il fallait pouvoir se payer l'avion, c'était plus compliqué, et donc on s'écrivait plus avec des lettres, c'était pas les SMS d'aujourd'hui, donc on attendait la lettre, donc ça donnait vraiment une impression d'une planète immense, grande, qui va à l'infini. Je pense que c'est une chose, c'est essentiel, en tout cas dans l'engagement qui est le mien. Il y a ce truc là, cette idée qu'on est en but, on est dans un monde d'hyper-communication et on est en but à des forces financières très fortes qui concentrent les moyens de communication. Et un parti comme le nôtre, un mouvement comme le nôtre, doit se donner ses propres moyens
et sa propre éducation à la communication et aux technologies. Moi, ça fait très longtemps que j'utilise les nouvelles technologies. C'est un moyen, c'est un instrument d'émancipation, c'est un instrument de libération, incroyable. Et il faut qu'on le transmette au peuple de l'écologie, comme on dit. Il faut qu'ils puissent se les approprier, qu'ils soient, parce que ça fait partie de notre ADN, de nous donner nos propres moyens d'émancipation. C'est vraiment un truc d'écolo. Le pari qu'on fait, nous, c'est qu'en formant les militants à pouvoir eux-mêmes monter un petit film, faire du son, ou produire un tract tout simplement, ou un site web, ou un blog, on pollinisera, comme on dit chez les écolos. C'est un mot que Cohn-Bendit nous a ramené, qui est un peu un néologisme, qui veut dire qu'à la manière des abeilles, on va faire passer l'écologie comme ça d'un voisinage à un autre. Et ben pour ça il faut de la médiation, pour ça il faut une maîtrise de nos moyens de communication. Alors ça passe par l'oral, ça passe par l'écrit, ça passe par tout ce qu'on veut. Mais voilà, alors ça c'est une des utopies très concrètes en fait. Et je fais ça aussi à l'école, avec les instits. La plupart des instits ils sont comme n'importe qui, ils savent pas se servir d'une caméra, ils savent pas prendre du son. Et je le fais aussi là, à l'école. Je fais un atelier son avec les gamins de mon école pour leur faire comprendre comment ça marche. On leur fait faire de la vidéo. Parce que l'école peut être un instrument d'émancipation, pour autant qu'on forme les instits à être des émancipateurs et qu'on les libère en fait de la contrainte technologique. C'est ça qui est compliqué. C'est que la technologie est d'abord une contrainte avant d'être une libération. Donc il faut former les gens pour qu'ils se libèrent de la contrainte technologique et qu'ils puissent à leur tour former des gens qui vont se libérer de la contrainte technologique, etc. etc. Moi, ce serait quand même que l'école réduise les inégalités et qu'on soit tous... qu'à la sortie du système scolaire, on ne produise pas de l'échec et qu'on produise à chaque fois de l'espoir et de l'espérance. Donc ça rende, encore une fois, du rêve, qu'on puisse, au sortir de l'école, chacun puisse faire des choix et qui nous conviennent et que... ce ne soit pas reproducteur d'inégalités qui sont de plus en plus croissantes alors qu'il y a la crise. Voilà, ce serait sympa. Je pense qu'il faut avoir une genre d'éducation, peut-être donc encadrer les parents, de travail un peu plus profond, parce que comme ça dérape tellement en ces moments, donc ma vision de voir les choses, donc ça démarre au niveau des familles, les parents d'abord, parce que c'est les parents la base de tout, l'éducation des parents. Ouais, le poids des origines sociales, je pense qu'en France c'est quelque chose qui impacte les parcours, je crois 2 fois plus qu'en Finlande, en Suède ou même en Corée du Sud. On est un pays extrêmement élitiste et le poids de là où on vient socialement marque toute une vie, une grande partie de la vie. Ça je changerais, ouais. Moi je dirais qu'il y en a une qui est horrible, c'est de voir des enfants mourir de faim. Alors que donc avec des parties infimes des capitaux qui existent, des mouvements de capitaux, on pourrait faire en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim, boire à sa soif. Et ça, donc, ce serait une grande avancée pour toute l'humanité. Alors, une utopie plausible. Est-ce qu'une utopie est plausible déjà pour la planète ? Alors moi, je dirais, je penserais à l'humain, à l'homme qui habite la planète. Et mon utopie plausible serait de plus avoir, dans le cadre de mon activité, des activités de plein de gens qui travaillent dans des mairies, de plus avoir au fin fond du couloir des gens qui attendent, qui passent la journée parce qu'ils ne savent pas où dormir le soir. Alors pour la planète, donc pour ceux qui habitent cette planète, que chacun puisse avoir un logement digne. Si on n'est pas un peu utopiste dans la vie, j'aimerais que le revenu de base ne soit plus une utopie. Je pense que comme globalement il y a cet épuisement planétaire, localement il est urgent pour nous d'agir sur la protection de nos terres fertiles et sur la mise en place de circuits courts. Donc voilà,
Je pense que c'est le grand combat à mener. Je forme le vœu que les citoyens se rendent compte que le combat pour l'écologie, ça peut être aussi un combat d'abord industriel, parce que la transition écologique, c'est d'abord un projet industriel de grande envergure. C'est un projet, un programme pour la santé de chacun. Quand on participe à ces journées de formation, on constate que pas mal de citoyens, soit parce que les conditions sociales ne sont pas réunies, soit parce que ce ne sont pas leurs préoccupations, soit parce que la culture dominante n'est pas celle-ci, ne réalisent pas que nous vivons sur une terre qui est finie, avec un monde en pleine expansion et qu'il faut impérativement changer de logiciel au niveau de notre façon de consommer, de produire et également le rapport à l'autre. Le combat pour l'écologie, finalement, même si ça a l'air un petit peu utopique, c'est un combat pour la survie humaine. C'est l'arrêt des centrales nucléaires, la sortie du nucléaire et la sortie immédiate, sans perdre du temps avec des discussions, oui, non, oui, non, oui, non, c'est immédiat puisque j'ai un passé assez lointain d'ingénieur nucléaire, je connais très bien la dangerosité des centrales et l'âge de ces centrales et la possibilité d'un accident n'est pas nulle. D'ailleurs, elle est possible chaque jour. Ma préoccupation, c'est les combats sur la santé et l'environnement. C'est-à-dire en quoi l'environnement est aujourd'hui destructeur de notre santé. Alors bien évidemment au plan local c'est assez facile parce qu'il y a les pesticides, il y a les épandages aériens, il y a tout ce genre de choses avec les cancers chez les agriculteurs, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le bisphénol et c'est vrai que pour moi je fais beaucoup d'interventions publiques, non seulement en Midi-Pyrénées mais également sur l'ensemble de la France sur ces questions de santé-environnement. On supprime l'idée de Notre-Dame-des-Landes et on fait des terres biologiques à la place et on fait de l'agriculture biologique de proximité à la place. Les algues vertes faciles, on donne aux porcs des conditions de vie humaines, c'est-à-dire qu'on les entasse pas n'importe comment, on les fait vivre comme des animaux normaux, comme nous quoi. Comme nous on est des animaux, ben on vit bien, et ben on fait vivre les porcs normaux et on n'aura pas d'algues vertes et on n'aura pas de problème. À La Roche-sur-Yon, oui, ce qui me préoccupe, c'est l'accueil des immigrés, parce que visiblement, La Roche-sur-Yon, c'est un endroit où les immigrés viennent beaucoup. Enfin, je suppose qu'on doit faire partie, par le bouche à oreille, ils doivent se dire que chez nous, ça se passe encore pas trop mal. Sauf que là, ça devient infernal pour eux et ils finissent, alors qu'ils étaient bien accueillis jusque-là, ils finissent par être mal accueillis, voire refloués, parce que à la fois, nous au niveau des associations, on est complètement débordés. Je ne sais pas si c'est proprement un combat environnemental, mais la question des migrants, des plus pauvres, de la façon dont s'équilibrent les ressources dans la planète, ça me paraît être quelque chose de tout à fait majeur. Et pour être franc, j'ai du mal à comprendre comment un pays dit aussi puissant, important et riche que la France se sent menacé par quelques dizaines de milliers de personnes qui pour le coup ne viennent pas menacer les grands capitaux, les grands équilibres de notre pays. Mon principal combat, c'est de faire une ville lente, une ville qui permette à tous, y compris les enfants, les personnes âgées, les handicapés, de vivre dans un environnement qui soit tranquille pour eux, qui soit sécurisé pour eux. Au bon sens du terme, pas parce qu'il y a des policiers, mais parce qu'ils sont à l'aise, parce que l'espace est fait pour eux. Et quand on rend l'espace agréable pour ces personnes-là, eh bien on le rend agréable pour tous. Et donc la ville lente, c'est une ville dans laquelle les voitures roulent plus lentement, voire il y a moins de voitures, voire pas du tout, et dans lesquelles on a plus d'espaces collectifs où on peut se rencontrer, où on peut discuter, où on peut aller lentement. Pour pouvoir bien lutter contre des combats globaux comme la lutte contre le changement climatique par exemple, je pense qu'il faut qu'on aille vers une Europe fédérale, plus solidaire. En ce moment, chaque État est un petit peu replié sur lui-même. Du coup, on n'arrive pas à travailler ensemble sur les questions énergétiques et climatiques et aller tous ensemble vers le même chemin. Donc je pense que aller vers une Europe plus solidaire et fédérale, ce serait déjà un premier pas pour permettre d'avoir les outils pour travailler sur ces combats globaux. Mon utopie personnelle, elle est très simple, c'est une vraie utopie, mais elle est très concrète. C'est que je rêve que pendant 100 ans, les responsables politiques dans le monde ne soient que des femmes. Parce que je suis féministe depuis très longtemps et je pense que les problèmes généraux du monde, les guerres, tout ça, ça ne se résoudra jamais tant que les femmes ne seront pas au pouvoir pendant au moins 100 ans
puisque pour se libérer de l'oppression masculine, quand même, il faut bien un bon moment avant de retourner à une vraie parité, parce qu'on n'aura jamais la parité. La parité, elle est trop facile, c'est les hommes qui ont le pouvoir depuis des siècles et des milliers d'années. Or, il faut au moins que le pouvoir passe aux femmes intégralement avant qu'on puisse refaire une vraie parité. Pour moi, l'avenir est dans l'écologie. Et encore une fois, je lance un cri de cœur à toutes les femmes de la planète entière, à se remobiliser, à se battre davantage pour un monde plus juste et équitable. Donc un autre monde est possible, j'y crois. Un exemple extraordinaire de ce que pourrait devenir le 22e siècle, à savoir la rareté, c'est-à-dire des multinationales qui toutes veulent s'accaparer un minerai rare. Ce minerai, quel est-il ? Il s'appelle le coltan. Ce coltan sert à la fabrication de tous nos téléphones portables. Et donc, il est essentiel. On ne peut pas aujourd'hui fabriquer un téléphone portable sans ce minerai rare. Pour accaparer ce minerai rare, il faut tuer les gens. Et pour tuer les gens, on commence par tuer les femmes, qui sont les reproductrices. Donc, il y a actuellement en RDC un génocide qui commence par le viol ritualisé, mais aussi la mutilation, mais ensuite le meurtre des femmes, afin on détruit leurs organes sexuels, depuis des petites filles, des bébés, jusqu'à des femmes âgées, afin qu'elles ne puissent plus avoir d'enfants. On terrorise les populations. Pourquoi faire ? C'est un génocide. Les nazis avaient organisé un génocide idéologique. Aujourd'hui, nous avons un génocide pour de l'argent, pour s'approprier des minerais. Et je suis assez pessimiste parce que je pense que plus on basculera dans la rareté, plus il y aura des guerres pour l'eau, pour l'alimentation, pour des minerais. Et qui on tuera en premier ? Les plus faibles. Donc on tuera en premier les débiles mentaux, les personnes âgées, des handicapés, et puis les femmes et les enfants. Dans ton milieu professionnel ou familial, y a-t-il une utopie que tu aurais aimé voir se réaliser ? Je tiens. Non, pas vraiment. Ça c'est une réponse brève. Pour l'avenir de la planète ou de l'humanité, y a-t-il selon toi un rêve réalisable ? Je ne sais pas vraiment. Merci, c'est super. Tu fais quoi comme métier ? En ce moment, j'ai repris des études, donc j'ai travaillé en banque. Donc sinon, avant, j'étais plutôt dans le commerce. Et donc, on n'est pas trop tourné vers l'écolo. Et moi, dans ma famille et dans le boulot, on est plus poussé vers le capitalisme qu'autre chose. Quel est l'idéal du capitalisme ? C'est faire le maximum de fric et payer moins d'impôts. Dans ta vie amicale, familiale, professionnelle, est-ce qu'il y a une utopie que tu aimerais voir se réaliser ? Oui, j'aimerais bien rajeunir. Et oui, mais parce que nous, ouais, attends, Pourquoi ? Eh bien parce que je trouve que c'est la seule véritable non-liberté qu'on a. C'est celle de pouvoir tomber malade, de vieillir, de mourir. Que toutes les autres libertés, dans le fond, c'est des choix personnels. C'est vrai, et mais ça c'est un rêve qui pour toi, mais pour l'humanité entière. Ah oui, c'est vrai. Ça serait extraordinaire. C'est vrai. Mais est-ce que c'est plausible ? Est-ce que c'est pour toi ? Tu voudrais une utopie réaliste ?
Bah oui, parce que notre sujet, c'était l'utopie réalisable sur... Le problème, moi j'ai réalisé pas mal de rêves, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait beaucoup ce que j'ai voulu. Maintenant pour l'humanité, j'ai pas fait autant que ce que je voudrais, c'est sûr. Mais je fais ce que je peux.